tout de suite par une première question. Allez-y, monsieur. Alors bonjour, la première question que je voudrais poser c'est à Steven, je suis ici, c'est à Steven Soderbergh. Donc j'aimerais savoir justement pour avoir les droits de ce livre, est-ce que ça a été difficile et est-ce que par rapport à la promesse que vous avez fait à Liberace, le fait de ne pas le décrire quand il est malade, est-ce que c'est quelque chose qui est, vous pensez vous et que vous avez travaillé vous ou que c'est lui qui l'a quand même dévoilé? Et une question pour Michael Douglas, puisque j'y suis. Comment on se met dans la peau d'un tel personnage? Comment on se prépare? Est-ce que c'est différent des autres rôles que l'on prépare quand on fait du cinéma? So first for you, Stephen, how difficult was it to get the rights of this book for the adaptation as a script and then as a film? And what we saw in the film that at the end, Liberace asked Scott not to say anything about the way we saw him last time we saw him when he was ill. How did you have to deal with this issue? Did Scott himself accept to reveal anything, or did you have to make a choice on this specific issue? Getting the rights to the book wasn't difficult. I think the difficult thing was prior to even being aware the book existed, I was trying to figure out how to tell the story. Because Michael and I spoke about it briefly while we were doing Traffic in the year 2000, and I didn't know about the book until the year 2006. So I spent 6 years sort of researching his life, but without figuring out how I would make the movie. And then after we got the book, and Richard wrote the screenplay, you know, there were a couple of years of trying to sort of put the movie together, which took longer than I thought it would. And then as far as this last scene, you know, honestly, when I read the book and Scott described his last encounter with Liberace, that was what convinced me that actually the movie could work, because it was such an unexpected landing for the story, and I thought very emotional. And I wanted the film to respect Liberace's last wish, which was, in a sense, that our last memory of seeing him wasn't him when he was ill. And so I asked Richard, I said, you need to come up with a way to end the film in which that's not the last time that we see Liberace. Is there something you can think of so that we have an image of him at the end of the film that's more positive? And he came up with this idea of Scott imagining while he was at the funeral that he sees Liberace performing for the last time, and I thought that was a really beautiful way to close the story. À vrai dire, ce qui a été difficile pour moi, ça n'a pas été d'obtenir les droits du livre, ça a été assez simple. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était auparavant, avant même que j'ai vent de l'existence de ce livre, la question de savoir comment j'allais raconter l'histoire de cet homme. Parce que je dois vous dire que Michael et moi, on a évoqué cette possibilité ensemble très brièvement il y a longtemps, déjà en l'an 2000, et ce n'est qu'en 2006 que j'ai su que ce livre existait. Donc j'ai passé 6 années dans une espèce d'interrogation totale de comment est-ce que je peux raconter la vie de cet homme, sur quoi est-ce que je peux me baser, et ça a été une réflexion comme ça très, très difficile et très longue jusqu'au jour où j'ai appris que ce livre existait. Et une fois que ce livre existait, j'ai cru que c'était le déclencheur qui allait faire que les choses iraient très vite, mais il m'a fallu encore 2 années par la suite, ce à quoi je ne m'attendais pas, pour que le livre puisse se transformer vraiment en un film. Et pour ce qui est de la question que vous posez sur la fin du film, alors pour moi, ce qui m'a convaincu en lisant les mémoires de Scott que le film valait la peine d'être fait et que le film tiendrait, c'était justement le récit qu'il faisait de cette dernière rencontre. C'était pour moi un moment extrêmement fort, extrêmement puissant, autour duquel allait se construire tout le film. Donc j'ai tenu à ce qu'il figure dans le film avec cette force-là, mais j'ai voulu aussi respecter la volonté de Liberace dans le sens où nous ne nous séparons pas de lui sur cette vision-là. Donc quand j'ai discuté avec mon scénariste, je lui ai dit débrouille-toi pour que la dernière image qu'on garde de Liberace à la fin du film ne soit pas cette image dégradée, et donc c'est comme ça qu'il a trouvé cette idée que je trouve magnifique
de Scott qui assiste aux funérailles de Liberace et qui imagine ce dernier spectacle magnifique. Donc on se sépare de lui, non pas malade, mais en le voyant voler. And Michael, how was it to prepare for this role? Was it very different from other characters? Bonjour. Well, this was the first bio, real person, I think, that I've played in my career. So there was a history of video, of film, from his television series, from his performances. And so I was able, early on, Stephen identified the musical pieces in the script, and particularly felt strongly about this first boogie woogie in the beginning of the movie where he's playing and talking to the audience. And Stephen rightfully felt that, if we can get that solid, then we don't have to worry about constantly showing how good of a piano player Liberace is. So I had a lot of time. I was recovering from my cancer, so I had nothing else to do but look at this film footage, basically watch the film footage of Liberace playing the boogie woogie and asking Stephen, promising that Stephen would not change any of the music. And so I just spent hours and hours and hours doing the music. And then there was a lot of footage of his performances in terms of his behavior and his voice. So you work from in this case, from the outside, work from the outside in. This is a character, so it's like a clown putting on makeup, and you build a whole character. And then after that, after you felt secure in those pieces, you began to talk to people who knew Liberace and would find out everybody had a good word to say about him. He was very generous, easy to work with, a great host, a good sense of humor, had a great joie de vivre. And he just loved everything to be nice, loved it all to be very nice. Did not like conflict. And so the big advantage was that I had a lot of time. And while Stephen and Matt were off, working on other movies and projects, I was able, over a year and a half, just to spend a lot of time on the character. Ce qui était très spécifique à ce rôle pour moi, c'est que pour ce rôle pour moi, c'est que c'était la première fois en fait que j'incarnais un personnage réel ayant existé. Donc j'avais la chance d'avoir des archives à ma disposition à volonté. Donc il y avait tous ces spectacles, toutes ces images de télévision, tout ce qui avait été filmé de ces performances. Et très tôt, en fait, dans le scénario, Steven a choisi les morceaux de musique qui allaient figurer, qui allaient être les moments clés du film. Et donc j'ai pu, moi, commencer à m'appuyer sur ces morceaux-là. Et notamment, il savait que le Boogie Woogie qui fait l'ouverture du film, qui lui permet en fait d'entrer comme ça en interaction avec le public, était le morceau qui allait établir une fois pour toutes son talent de pianiste. Donc on savait qu'une fois que c'était là, moi je n'aurais plus à essayer de persuader le public de l'aspect virtuose du personnage. Donc j'ai en fait commencé à beaucoup travailler sur ça, et comme vous le savez, j'étais en convalescence, donc j'avais tout mon temps pour ça, je n'avais rien d'autre à faire que de regarder ces images d'archives en boucle. Et donc je voulais m'assurer surtout auprès de Steven qu'il ne changerait pas les morceaux, que ça serait ces morceaux-là. Et donc je les passais constamment, et j'avais la chance d'avoir énormément d'archives disponibles sur l'attitude de cet homme sur scène, sur son langage, sa voix. Donc il a fallu vraiment que je l'imite et que je sois dans ce processus de mimétisme qui finalement m'a permis de travailler d'une façon dont je n'ai pas forcément l'habitude, qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut en fait vraiment pénétrer au cœur du personnage, de même que le fait un clown qui se maquille et qui entre dans la peau du personnage. Donc moi j'ai eu une année entière, une année et demie pour le faire, ce qui est assez rare. Il se trouve que j'avais la chance de savoir que Steven et Matt m'attendaient, qu'ils étaient chacun pris par d'autres projets. Et donc moi j'avais tout le matériau disponible et
tout le temps disponible pour me préparer. Et une fois que ce travail de préparation était fait, là j'ai commencé à rencontrer des gens qui, eux, avaient personnellement rencontré Liberace et qui avaient toujours un bon mot à dire sur lui, parce que c'était cet homme tel qu'on le voit, extrêmement généreux, extrêmement affable, qui aimait beaucoup recevoir, qui avait beaucoup d'humour et qui voulait surtout que tout aille bien. Il ne supportait pas le conflit, il fallait que rien ne dépasse. Et donc quand les choses allaient dans le sens où il le souhaitait, c'était un homme heureux. Donc j'ai eu qu'à m'approprier cette description finalement assez parfaite dont je dispose. Est-ce qu'il y aurait une autre question, monsieur? You mentioned joie de vivre, and I was struck when you said that because I felt that was probably something you do share with Liberace, given all the problems, personal, professional, that you've seen over the years. Is joie de vivre a philosophy of life for you? Vous évoquiez la joie de vivre de Liberace, cette expression m'a tout de suite sauté aux oreilles parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous partagez avec Liberace. Malgré toutes les épreuves personnelles et professionnelles que vous avez traversées, vous semblez avoir adopté la joie de vivre comme philosophie de vie. Est-ce que c'est le cas? Well, it would be a nice way to live your life, but I think it takes more effort than that. But Liberace had this ability, and Stephen and Richard LaGravenese, the writer, touched on it in the movie, particularly in his television show, when they said he was the first person to look directly into the camera when he played. And he created this ability that every person, every viewing audience felt like he was talking to them. And that feeling carried on in his stage, his theatrical performances. There was something that I really enjoyed, that you felt that he was having so much fun, and he was doing it just for you. And each person felt that way. And so I think with all of his flamboyance, and people are always confused, why didn't they think he was gay? Why did these women did not think he was gay? Because it didn't even enter their mind, because they were enjoying how much fun that he was having. And I only hope I could accomplish half of that fun. Je pense que c'est pas mal, oui, comme motus et comme philosophie de vie, mais j'ai l'impression que ça peut être un peu plus compliqué que ça, de vraiment l'appliquer. Pour ce qui est de Liberace, en fait, comme c'était dit dans le film, c'est quelque chose que à la fois Steven et Richard, le scénariste, ont stipulé dès le départ, c'est que dans tous ces spectacles télévisés qu'il faisait, ça a été le premier artiste à avoir ce regard caméra. Et ça a été une innovation formidable parce que c'est ce qui donnait l'impression à tous les spectateurs, y compris les téléspectateurs, qu'il était en lien direct avec eux et tout ce qu'il faisait, toute cette joie qu'il animait lui, c'était en fait quelque chose qu'il faisait exprès pour chacun de nous individuellement qui étions là à l'écouter et à l'admirer. Et c'était la même chose quand il était sur scène, il avait ce même type de contact extrêmement direct et personnel avec chacune des personnes de l'assistance. Et donc on avait vraiment ce sentiment que lui bouillait de vie et de joie et qu'il le faisait uniquement pour vous personnellement. Et donc c'est pour ça maintenant on s'étonne beaucoup a posteriori de voir un personnage si flamboyant, si spectaculaire dont personne ne se disait qu'il était homosexuel, mais parce qu'en fait oui, ça ne leur effleurait même pas l'esprit, parce que lui c'était juste qu'il prenait son pied, c'était un homme qui incarnait cette joie et ce bonheur, et il était là, c'est un spectacle qu'il faisait que pour nous, ça ne touchait pas sa vie personnelle. Donc voilà, moi si j'arrivais à avoir la moitié de ce talent de joie et de communication de joie, je ne serais pas mécontent. Monsieur qui attend de tout à l'heure. This is a question to both of you. You had a grand opening in Cannes, and it got released theatrically in all over Europe, but not in the States. And that means that the only prize you can't win is the Oscar. How do you feel about that the rules about? Donc vous avez cette belle soirée d'ouverture ici à Deauville. Le film va sortir en salle à travers toute l'Europe, mais il ne sortira pas en salle aux États-Unis. Donc le seul prix pour lequel il ne pourra pas concourir, ça sera l'Oscar. Comment est-ce que vous vivez cette loi-là, cette règle-là aux États-Unis? Look, I'm very happy with the way the film is played out in the States. We had 11 million viewers on HBO. We got 15 Emmy nominations. I'm very proud to have an Emmy nomination because
there's so much good work being done in television in America right now. And I'm very happy that where we've released the film outside the US and the UK and Australia, the film's done very well. So I have no complaints. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre personnellement de la diffusion du film tel qu'elle a lieu. On a eu 11 millions de spectateurs sur HBO aux États-Unis. On a 15 nominations aux Emmy Awards et ça, c'est loin d'être quelque chose qui nous fasse rougir étant donné la qualité du travail qui est fait aujourd'hui à la télévision américaine et la qualité donc de nos concurrents pour les Emmy Awards. Donc, et en dehors des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Australie où le film est sorti en salle, tout se passe très bien et tout se présente très bien. Donc je suis loin de pouvoir me plaindre. I thought Cannes made a very strong statement when they asked Steven for the movie to be in competition. They know it was a cable movie from the States, but I thought they were really trying to tell the world something. At least in the States we know now that there's so many, as Steven said, so many good pictures that are being made on cable. A lot of our best writers, our screenwriters have gone into this this area, that the dividing line between the big screen and as the television screens get bigger is not so much. So it was a wonderful send-off from HBO, and it was great. Of those 15 Emmy nominations, Steven was nominated for 3. Because I'm sure you all realize, but I think it's really important to know what's unique. You know, Steven was nominated as Best Director. He is also the cameraman, and he is also the film editor. So you're talking to the man when he does. And as a result of the working process, when we would finish work in a day and get our prosthetics off and go home and either take a bath or have some dinner, we would see a message on our iPads, and Steven had transferred not only the dailies that we shot that day, but they are already edited. The film is already edited from that scene that day, which is a tremendous advantage because it lets you see, you know, what you were doing and how he was editing. And as we went on, you then could go back and you'd store and you'd look at the scene that was before this one, and it helped very much. And maybe I shouldn't be saying this, but we finished filming this on a Friday, and on Monday we had the first cut of the movie. We saw the movie on that following Monday. So it's a unique talent, and it certainly simplifies things. Écoutez, effectivement, nous, on trouve que c'est assez formidable de voir ce qui se fait aujourd'hui à la télévision américaine, la télévision câblée. Et à ce titre, il me semble que le message transmis par le Festival de Cannes, qui a choisi de faire figurer dans sa compétition ce film réalisé, il le savait pertinemment, dans le cadre de la télévision câblée américaine, était un message extrêmement fort qui disait qu'il se passe quelque chose dans ce pays aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de nos grands réalisateurs, beaucoup de nos grands auteurs, de nos grands scénaristes travaillent pour la télévision câblée, et donc le Festival de Cannes a fini par prendre acte de ce fait. Et ça me semble extrêmement important. Cette dichotomie entre télévision et cinéma a tendance à disparaître, d'autant qu'on ne peut même plus parler de grands écrans, puisque les écrans de télévision eux-mêmes deviennent de plus en plus grands. Donc ça c'est pour la question de la télévision. Pour ce qui est des nominations aux Emmy Awards, effectivement Steven vous disait qu'on en a 15. Ce qu'il ne dit peut-être pas, c'est que sur les 15, il en incarne à lui seul 3, puisqu'il est nommé à la fois comme meilleur réalisateur, mais aussi comme meilleur chef opérateur et meilleur monteur, puisque c'est lui, l'homme à tout faire du film que vous avez face à vous, et il a fait un excellent travail. Et ce que ça nous a apporté à nous, dans notre mode de fonctionnement, c'est qu'on passait notre journée classique de tournage, et comme d'habitude, on sortait du plateau, on enlevait nos prothèses, on rentrait chez nous, on prenait un bain, on dînait, et là on allait prendre nos tablettes, on avait reçu un message de Steven
qui nous envoyait non seulement tous les rushs de la journée, mais le montage des scènes que nous avions tournées ce jour-là. Et donc on pouvait comme ça, nous-mêmes, d'une façon absolument inédite et spectaculaire, suivre le travail qui avait été fait dans la journée, et puis retourner en arrière, voir la scène précédente, et donc voir comme ça le film en train de s'articuler, de se construire, voir où on allait. Donc ça, c'est une méthode absolument irremplaçable et géniale, dont nous avons tous bénéficié, et peut-être que je ne devrais pas vous le dire, mais il se trouve qu'on a fini de tourner un vendredi, et le lundi d'après, la première mouture du film était déjà prête. Donc ça, c'est quand même des conditions de rêve pour travailler. Monsieur. Thank you for the film. It's my favorite film this year, and I've seen a lot of films. So, sort of a follow-up question for both of you, to Michael as a successful and award-winning producer, and to Stephen as a successful producer who hates producing. The fact that HBO produced this movie, what does that indicate to you? Does that indicate that Hollywood is not willing to take risks anymore compared to former decades, maybe? Thank you. Pour continuer ce film, et le film que j'ai préféré cette année, Dieu sait que j'en ai beaucoup, ce que je voulais vous demander à tous les deux en tant que producteurs, l'un qui est reconnu comme tel et l'autre qui l'aime et qui déteste l'être, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit HBO aujourd'hui qui doivent produire ce film? Est-ce que vous pensez que Hollywood, en termes de production, prend beaucoup moins de risques aujourd'hui qu'il ne le faisait il y a encore 1 ou 2 décennies? Well, first I think we have to give Jerry Weintraub credit, because I know he's somewhere behind us spying, and if we don't tell him that he was an excellent producer and really dealt with HBO. But it's a good question. I think that the industry, the studios generally do not trust talent. They don't trust talent. And for most of my career in the 70s and the 80s, the studios, as long as you stayed within the financial boundaries, trusted the talent. And I think HBO as a company, you're clearly seeing with their history of products from The Sopranos, Boardwalk Empire, seem to like and trust the talent, which is a unique quality. And hopefully this has been a difficult year for the studios as far as their big films. I'm sure there's a lot of people right now in boardrooms scratching their heads, and maybe we'll be going full circle again and turning the controls over to talent. Tout d'abord, il faut qu'on rende à Jerry Weintraub ce qui lui revient, parce que je sais qu'il est planqué quelque part dans les parages et qu'il nous surveille, donc il va nous en vouloir si on ne rappelle pas ici le travail formidable de production qu'il a su faire avec HBO et la façon dont nous avons été soutenus pour faire ce film. Mais je trouve votre question absolument pertinente. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, l'espèce de crise que nous traversons à Hollywood, c'est que les studios n'ont plus confiance au talent. Ils ne peuvent plus se laisser aller et avoir cette confiance qui fait que quand vous savez que vous avez affaire à une personne de talent, vous le laissez faire en sachant que vous ne serez pas perdant. Aujourd'hui, ce qui est conçu comme un risque n'est plus pris. Et effectivement, là on le voit, c'est HBO, c'est la télévision câblée, c'est HBO qui sait prendre ce risque-là, qui sait avoir cette confiance-là, et donc les produits, les résultats de cette attitude sont probants et vous en bénéficiez tous. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère, étant donné qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes aujourd'hui à Hollywood qui sont en train de gamberger pour savoir quel sera les lendemains de leur activité, espérons qu'on arrive à la fin de ce cycle et que de nouveau on saura remettre les rênes du cinéma entre les mains des talents. Bonjour. Hier soir, Michael a dit qu'il était très étonné qu'on ait pensé à lui pour jouer ce personnage-là. Donc je veux savoir s'il avait une ressemblance physique avec Liberace, que nous on ne connaît pas très bien en France, et s'il estimait prendre un risque en jouant ce personnage-là, et comment il a travaillé avec Matt Damon pour pouvoir justement être en phase.
So yesterday at the opening you were saying that you didn't expect to be picked for such a character, that you didn't think you were the right person. So why, Stephen, did you think of Michael? Because we don't really know Liberace in France. It's not such a star reference here in France. Is it because you found that he looked like him? And Michael, how did you finally get to act this character, and how did you get along with Matt, and how did you finally decide to do it, even if you didn't expect to be chosen? I still have no explanation for why, when I was standing on the set of Traffic with Michael in the year 2000, that I would have associated him with Liberace in any way. I hadn't thought about Liberace at all. My whole life, I'd seen him on television when I was 9 or 10 years old. My parents really enjoyed watching him, and there had been no sort of ideation on my part of him in any of those years. And so the good news is I don't really have to explain it. All I know is that it was a good idea, and that we were finally, 13 years later, able to execute it. But I just don't know why this landed on my head suddenly while we were making a very different movie in Cincinnati. Je suis absolument incapable de vous expliquer comment cette idée a traversé mon esprit, a frappé mon esprit le jour où nous étions, Michael et moi, sur le plateau de Trafic en 2000 à Cincinnati. Pourquoi est-ce que soudain j'ai eu cette vision de Michael en Liberace? Liberace est quelqu'un qui était loin d'occuper mes pensées ou mon imaginaire. Je l'avais vu à la télévision, sans doute comme tout le monde, vers l'âge de 9 ou 10 ans, puisque mes parents aimaient beaucoup le regarder, et il me semble en tout cas que je n'avais eu aucune conception ou aucune idée de faire quelque chose de ce personnage entre cette rencontre furtive dans l'enfance et le moment où soudain il m'est revenu sous les traits de Michael Douglas. Heureusement, je n'ai jamais eu à me justifier de ce choix parce que je suis incapable de le faire. Ce que je sais, c'est que c'était une très bonne idée, et je suis franchement heureux que 13 ans après, on ait réussi à la mettre en œuvre. I forgot during Traffic when Stephen mentioned it in En Passant, and years later when he found the book and got this wonderful, wonderful script by Richard Le Gravenese, and I was going through my cancer period, and all of a sudden this incredible cadeau, this gift was handed to me on a silver platter, and Stephen called and they said, I have something for you to read. And it was a fantastic screenplay, a fantastic part, and they said, Jerry's going to produce this, I'm going to do it. And Matt Damon wants to play Scott. And it was such an inspiration. It gave me such hope that I had something to really look forward to. And I'm sorry that Matt cannot be here today. He's a working fool. But this is truly a two-hander, and I never could have accomplished anything without the commitment of Matt Damon, and the great job that he did. And somehow we didn't really question a whole lot about it. The script was there. We all had worked with Stephen before, and we were able to kind of capture the tone. We all are big fans of La Cage aux Folles, but we knew that that was not the movie that we were going to make. We were going to make a love story. And it was just a magical experience. And I think Matt should be really commended
He's one of the bravest actors that I know, and a very, very good actor. Je dois vous dire qu'après cet éclair de Steven pendant le tournage de Trafic, moi j'avais complètement oublié cette idée. Et ça n'a été que 6 ans plus tard, lorsqu'effectivement il a eu le livre de Scott entre les mains et que Richard Lagravenese a fait ce scénario absolument formidable, qu'il est revenu vers moi, Steven Soderbergh, et m'a proposé ce cadeau qui pour moi était une bénédiction. J'étais malade du cancer, je traversais cette épreuve, et soudain qu'il vienne me dire voilà ce scénario, c'est Jerry qui va le produire, c'est moi qui vais le réaliser et c'est Matt qui te donnera la réplique, ça a été la petite lumière au bout du tunnel qui m'a donné une force d'inspiration et d'espoir absolument inattendue et qui m'a permis vraiment de savoir que j'aurais un film magnifique à faire une fois que j'aurais traversé le tunnel. Donc ça a été une très grande chance et pour ce qui est de Matt, bon lui c'est un cinglé du travail donc il n'est pas là aujourd'hui, je le regrette, mais je dois dire qu'il a fait un travail extraordinaire me semble-t-il. C'est vraiment un travail à 4 mains que nous avons fait, donc rien ne me revient seul. Et je trouve que c'est vraiment un des acteurs les plus courageux et les plus talentueux qui soit aujourd'hui. Donc moi je m'estime bénie d'avoir participé à ce projet dans ce sens-là. Looking back at your roles in the 80s, the kind of virile roles of, say, Gordon Gekko and Dan Gallagher in Fatal Attraction, could you have imagined, if we kind of wound back the clock back to then, could you have imagined playing a role which isn't particularly virile in Liberace back then, or has that kind of openness to play such a role come with you being a bit more mature in years? Rétrospectivement, quand vous revoyez les rôles que vous avez pu jouer dans Wall Street ou dans Attraction Fatale, le type d'homme que vous incarniez, est-ce qu'il était envisageable, imaginable à l'époque pour vous d'aujourd'hui avoir incarné une figure bien moins virile, ou c'est justement l'un qui a permis l'autre? No, I couldn't imagine, but I think a lot of it has to do with the times. France is just completed dealing legally with same-sex marriage. The United States, a little time before that. I've always thought about comparing myself to Matt, because Matt now is in the prime of his virile career, is born in many other parts, and having the courage to do that. And I've always wondered whether I would, and probably not, back in the 70s and 80s, quite honestly. I mean, everything then was still pretty much in the closet, and I don't think we would have, I don't know if we would have been able to really pull this off back then, whether we would have even, forgetting the studios turning us down. I mean, even HBO might have had questions back then. Times had changed. Franchement, j'étais loin de pouvoir l'imaginer un jour, mais je pense que ce n'est pas une affaire personnelle, c'est que l'époque a changé. En France, on vient d'adopter la loi sur le mariage homosexuel, les États-Unis l'ont fait juste avant, et donc c'est dans l'air du temps. Ça nous permet aussi de nous exprimer, de traiter de ce sujet plus librement et de façon plus détendue. C'est en cela que je me compare vraiment avec Matt, qui lui est au tout début de sa carrière virile. Le fait que lui ait pris ce risque-là, je me suis demandé, est-ce que moi, à son âge, donc dans les années 70 ou 80, est-ce que j'aurais pris ce risque-là? Il me semble que non. Et pas seulement là aussi pour un choix personnel, mais parce qu'à l'époque, ces choses-là se passaient dans les alcôves, dans le secret, et que ça n'allait pas de soi de s'afficher et de donner une autre image de son identité masculine. Donc c'est l'époque qui a changé, pas seulement moi. Success allows you choices, and people, it seems to me, I see as film actors either choose to stay with their same image that got them there, or they take advantage of that time to try different parts. I mean, Matt has been great at that. Since once you have that success
fatal attraction, Wall Street, and you reach that position, then it allows you and frees you to be able to try different parts or not. There are those people who then just keep that same kind of image in mind. Je pense qu'en fait, la reconnaissance élargit votre éventail et le champ des possibles. Donc une fois que vous rencontrez un certain succès, une reconnaissance, vous pouvez vous permettre de vous aventurer sur d'autres rôles, d'autres pistes, mais après vous prenez ce risque, vous faites ce choix ou pas. Il y a des personnes qui décident de creuser le même sillon et il y a d'autres, encore une fois, c'est pour ça que moi j'admire beaucoup la carrière de Matt Damon, qui mettent à profit cette reconnaissance pour se lancer dans des personnages et dans des rôles extrêmement différents. Et bien voilà, je crains que nous ayons fini.